Dans le service audit aujourd'hui, comment a évolué un peu la fonction où est-ce que vous en êtes? Alors, les choses ont pas mal changé. Le service d'audit des armées a été créé en 2011. Et en fait, on est passé, on va dire, d'une analyse conformité pure à aujourd'hui un véritable outil d'aide à la décision. Donc aujourd'hui, on va au-delà de la simple assurance pour apporter vraiment aux décideurs un éclairage supplémentaire. Et dans ce sens-là, l'audit a fortement évolué. Et du coup, par rapport aux quels changements principaux avez-vous connus pour que du coup, on se repose la question de finalement l'audit, il faut pas seulement le limiter à l'audit des menaces extérieures? Alors, je pense que les constats qui ont été faits au niveau des armées, en réalité, sont largement partagés dans le monde civil. Comme vous, on a constaté des innovations de rupture, blockchain, ubérisation, mais aussi des incertitudes au niveau politique, avec le Brexit, pour ne parler que de ça. Donc, en fin de compte, un environnement qui devient de plus en plus difficile à appréhender, extrêmement complexe, rétif à toute forme d'anticipation. Et dans un environnement aussi brumeux, pour dissiper le brouillard de la guerre, on a besoin d'autant plus de données objectivées, et c'est ce qu'apporte l'audit. Alors justement, concrètement, qu'est-ce que vous avez changé dans votre démarche d'audit pour aller au-delà de l'audit classique qu'on a d'ailleurs dans toutes les organisations, qui est de regarder notre concurrence, de regarder quels sont les phénomènes extérieurs qui peuvent potentiellement nous remettre en cause? Oui, alors je dirais qu'un premier élément, c'est de gagner en agilité. Gagner en agilité parce que non seulement donc, ce monde, cet environnement devient de plus en plus complexe, mais les choses s'accélèrent aussi. La menace est furtive, change de forme rapidement. Donc ça implique aussi pour nous une capacité d'analyse d'autant plus rapide. Aujourd'hui, il ne sert à rien d'apporter une analyse de qualité si elle n'arrive pas au bon moment. Donc pour nous, la question du tempo est devenue essentielle. Et en fait, pour reprendre une expression très opérationnelle, l'audit interne doit s'inscrire dans le tempo du risque, dans le battle rhythm. Alors pour nous, le battle rhythm, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une boucle, c'est la boucle décisionnelle, observation, orientation, décision, action. Et l'audit, en apportant des informations, un éclairage supplémentaire plus précis, permet l'accélération de cette boucle et permet de fiabiliser et d'accélérer la prise de décision. Et donc du coup, quelle nouvelle capacité d'analyse vous avez déployée au sein du département audit? Alors c'est là où l'innovation intervient. On s'est autorisé, je dis autorisé parce que finalement l'audit reste un domaine très normé, où il n'est pas toujours évident de mener une démarche exploratoire. Et on s'est autorisé à remettre en question l'approche par les risques. L'approche par les risques qui finalement peut être extrêmement réductrice. Je vais prendre un exemple très simple. Je pense que tout décideur sera d'accord pour admettre qu'une approche risque-centrée pour appréhender tous les obstacles qui peuvent entraver un projet de transformation, finalement, ce n'est pas une approche exhaustive et elle ne suffit pas. Et donc, du coup, l'approche que vous avez explorée, c'est plus une démarche finalement d'audit peut-être interne, c'est ça? Alors, au sein de l'audit interne, on s'est dit, OK, cette approche par les risques ne suffit pas. Par quoi est-ce qu'on pourrait la compléter? Et finalement, on s'est rendu compte qu'on s'intéressait toujours un peu trop aux risques en termes d'adversité. Et pourquoi ne pas s'intéresser aussi à nos vulnérabilités? Pour avoir un prisme un peu différent, finalement, la menace peut aussi résider à l'intérieur du système. Qu'est-ce qui nous a un peu inspiré aussi dans notre démarche? C'est la NASA. La NASA, à la suite des incidents qui ont donc le crash des navettes Challenger en 1986 et Columbia en 2003, le rapport d'enquête fait état de causes immédiates, on va dire de causes techniques, de causes humaines, mais c'est très intéressant aussi parce qu'il aborde la notion de causes pathogènes. Donc autrement dit, il y aurait des éléments beaucoup plus intrinsèques
à l'organisation qui peuvent être à l'origine des échecs ou d'un accident. Là, en l'occurrence, c'était la culture de l'organisation. La NASA, on se dit champion de la sécurité. Oui, effectivement, en tout cas, c'est la belle histoire qu'ils se sont racontée. Ils ont créé un mythe, et quelque part un mythe de l'infaillibilité qui a conduit à un système de retour d'expérience défectueux jusqu'aux accidents. Donc là, on est vraiment sur ces causes pathogènes qui sont propres à la culture de l'organisation. Et là, on peut parler de vulnérabilité. Là, du coup, je rebondis parce que le mythe de l'infaillibilité, pour accompagner certaines entreprises, effectivement, on nous donne souvent comme argument, mais ça peut être un frein, la culture de l'excellence et de la perfection. Alors, dans le cas de l'exemple que tu nous donnes, est-ce que tu peux nous décrire un peu plus ce mythe d'infaillibilité? Qu'est-ce que ça a généré comme comportement, du coup, et comme manquement, finalement, à l'organisation? Alors là, je parle de la NASA, mais en réalité, maintenant, on pourrait étendre cet exemple au monde de l'entreprise. Quand vous avez comme ça un mythe de l'infaillibilité qui va s'instaurer, ça va aussi générer un comportement d'autocensure dans les équipes. On ne se sent pas autorisé à l'échec et on ne se sent donc pas autorisé à faire remonter des situations, des dysfonctionnements, des situations d'échec. Donc c'est une situation aussi qui peut entraîner un isolement aussi, un isolement des services, donc des bulles de concurrence à l'intérieur d'un même service. Et donc, du coup, si on revient à cette notion de vulnérabilité, alors c'est intéressant de voir qu'une vulnérabilité, ça peut être finalement une force, mais qui, poussée à son extrême, devient une difficulté, parce que cette culture de l'excellence parfaite. Quelle définition tu donnerais à la vulnérabilité d'une organisation ? Oui, alors la vulnérabilité, finalement, c'est la faiblesse. C'est la faiblesse d'un système qui, exposé à un aléa, en fonction donc de l'exposition à cet aléa et de la capacité du système à faire face à cet aléa, va entraver, neutraliser tout ou partie de ce système ou des fonctions de ce système. Donc en fait, pour être clair, on nous demande souvent, d'accord, mais finalement, le risque par rapport à la vulnérabilité, c'est quoi ? Ben là, vous avez un petit schéma, je pense, qui est extrêmement clair. C'est vraiment la rencontre. Le risque n'existe qu'autant qu'il y a une vulnérabilité. Alors que la vulnérabilité peut exister par elle-même, mais tant qu'elle n'est pas exposée à un aléa, le risque n'est pas concrétisé. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, nous, on ne propose pas de faire table rase du passé, c'est-à-dire de dire, bon, le risque, c'est une approche qui a révolu, on en a tiré tout ce qu'on pouvait en tirer. Non, c'est pas une approche concurrentielle qu'on propose. C'est de garder cette approche risque, mais de raffiner l'évaluation du risque en passant aussi par les vulnérabilités. Alors, vous êtes toujours dans une démarche exploratoire, mais malgré tout, est-ce que tu peux nous partager quelques points de vulnérabilité qu'en tous les cas, vous proposez d'analyser de façon un peu plus détaillée ? Alors, on a effectivement dressé une typologie des vulnérabilités. Bon, pour le moment, je dirais qu'elle n'est pas exhaustive et on échange beaucoup avec des partenaires du privé, notamment avec l'Université Paris-Dauphine, pour creuser ce sujet-là. On trouve des vulnérabilités... alors, je vais essayer de trouver des exemples qui collent aussi à vos univers. Le déficit de leadership. Donc, déficit de leadership, on se doute bien que dans une manœuvre de transformation, le déficit de leadership peut être problématique. Ce déficit, il faut le comprendre comme un défaut de leadership, mais aussi un leadership qui serait mal distribué. C'est aussi un problème. Donc, on parle de leadership distributif. Et donc, quand vous avez analysé cette vulnérabilité, comment vous l'analysez ? Quel est le processus ? Et on terminera par là. Et quelle serait la prochaine étape ? Alors, on a conçu un guide
un diagnostic, je dirais, une méthode pour diagnostiquer les vulnérabilités. Et on est arrivé, en tout cas, à une conclusion intéressante, c'est que, contrairement au risque, le risque, on est dans une démarche où on va mesurer, on va évaluer. Avec les vulnérabilités, on est sur quelque chose de beaucoup plus subtil à appréhender, pas toujours mesurable, mais c'est là où l'exemple de la NASA nous rappelle à l'ordre, ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas mesurable qu'il n'existe pas. Donc on a pris ça en compte. Et notre méthodologie, je dirais qu'elle repose principalement sur une approche par strate. Parce que c'est pas parce qu'on ne peut pas mesurer en tant que tel la vulnérabilité comme le risque, impact, occurrence, qu'on ne peut pas l'objectiver. Donc on va passer en fait par plusieurs filtres, par plusieurs grilles de lecture qui nous permettent de faire émerger une vulnérabilité et d'arriver à la conclusion que oui, là on a détecté une cause pathogène. Bon bah merci beaucoup Anne. En tous les cas, ça nous invite à regarder nos propres vulnérabilités au-delà de nos talents et des menaces dans toutes les organisations. Merci.